Ce soir, dans un regard croisé, on va évoquer le Soudan du Sud, la signature d'un accord préliminaire pour le partage du pouvoir entre les deux belligérants. Mali, aux urnes dimanche, dans un scrutin sous haute tension. Le Cameroun, l'ONU s'inquiète de la situation des droits de l'homme. Et puis au Togo, est-ce que le 31 juillet, ce sera la fin de la crise? On commence cette émission avec Jean-Luc Kassiakol et Visage Togo. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Neo TV. Bonsoir à toi Samuel. Bonsoir Pasteur Edo. Oui, bonsoir Luc. Bonsoir Luc. Président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices. Nous allons au Soudan du Sud pour commencer. Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ont signé mercredi à Khartoum un accord préliminaire de partage du pouvoir qui, selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, permettra le retour du dirigeant rebelle Riek Machar au poste de premier vice-président. Le Soudan du Sud s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013 quand Salva Kiir a accusé son vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Le conflit dans ce pays indépendant depuis 2011 a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Finalement, Pasteur Edo, j'ai envie de vous demander simplement tout ça pour ça. Oui, tout ça pour ça. Ça a été toujours comme ça en Afrique où les belligérants se retrouvent et puis signent un partage de pouvoir, ils se partagent le gâteau au détriment de la majorité des citoyens. Donc ça, je crois que au Soudan du Sud, il n'y a pas d'exception à la règle. C'est ça, c'est ce que les Africains savent faire. Une fois encore, avec tout ce monde-là, avec tous ceux qui sont morts, hein, des gens qui ont été mutilés, des crimes de guerre qui ont été commis sur les populations. Voilà, ils se retrouvent, ils signent un accord. Ce n'est pas la première fois. Qui sait que cet accord est durable et que ça va permettre au moins aux pauvres Sud-Soudanais de souffler un peu, parce que la guerre, il y a beaucoup des milliers de réfugiés. Au moins de souffler un peu, de dire que ouf, nous sommes des Sud-Soudanais, même s'ils ne trouvent pas à manger, ils vont rester dans leur pays. Bon, donc on espère quand même que cet accord, mais déjà il y a des réticences, il y a des groupes qui ne sont pas d'accord, qui n'ont même pas d'ailleurs signé cet accord. Bon, qu'en sera-t-il de ces groupes-là? On attend de voir d'abord. Cet accord, je crois, n'est pas définitif, hein, parce qu'on attend encore d'ici le 5 août pour définitivement signer l'accord. Bon, si tant soit peu, ça peut permettre au Soudan du Sud, qui n'a connu que 2 ans de stabilité, 2011-2013, et tout le temps, c'est la guerre. Bon, qui sont ceux-là qui nourrissent la belligérance, hein, les armes, et toi Samuel et moi, lui, qui nous ne savons pas fabriquer les armes, les mêmes personnes qui viennent au secours pour donner un semblant de cesser le feu. On espère que cette fois-ci les Sud-Soudanais eux-mêmes vont comprendre qu'ils ont longtemps fait du mal à ce nouveau pays, enfin à ce pays nouvellement indépendant, et permettre à ce pays, parce que moi je dis que s'il faut la paix dans ce pays-là, il faut que Salva Kiir et son puissent, s'il faut les éliminer, il faut même le terme est fort, mais les deux là, je crois que c'est comme si comment vous l'appelez, Charles Taylor et Fred Johnson, c'est pratiquement le même schéma. Bon, donc il faut que si vraiment il veut la paix dans ce pays-là, les deux là, on doit les écarter et susciter de nouveaux acteurs politiques. Alors, aux yeux de Jean-Luc, aux yeux de la communauté internationale, ce n'est pas en tout cas comme ça qu'on voit les choses. La communauté internationale, elle pense que c'est en remettant ces deux hommes ensemble qu'on va instaurer la paix. Non, mais comme l'a dit le pasteur Edo, ils ont essayé une fois de les remettre ensemble, mais ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui ça va encore marcher? Moi je crois que c'est la communauté internationale qu'il faut pointer du doigt. Oui. C'est-à-dire que ces grandes firmes-là qui sont derrière, qui vendent les armes, parce qu'on veut le pétrole au sud du Soudan, on veut contrôler le pétrole du sud du Soudan, on le pousse à faire la guerre au Soudan du Nord, et on pense peut-être à arracher l'indépendance, et voilà que maintenant, arrivé de l'autre côté, on ne s'entend pas aussi, parce que peut-être Salva Kiir ne plaît plus ou bien ne veut pas céder la marchandise aux Occidentaux, et donc là il faut trouver encore quelqu'un pour lui faire la guerre. Je crois que c'est aux Africains de comprendre une chose.
il ne faut plus permettre aux Occidentaux de nous prendre pour des cons. Excusez-moi le terme. Il faut quand même qu'on puisse grandir mentalement, qu'on puisse grandir et atteindre une certaine maturité. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, c'est les mêmes qui viennent vous dire ne faites pas la guerre, mais c'est les mêmes derrière qui vous donnent les armes. Et je pense qu'ils se foutent de nous. Ouais, donc je crois que moi... Même les embargos ne servent à rien. C'est juste quelque chose de... Oui. C'est du saupoudrage. Voilà. Et dans tout ça, c'est le peuple sud-soudanais qui est en train de souffrir. C'est le peuple qui est en train de payer le pot cassé. Donc je crois que ces acteurs politiques doivent prendre conscience et arrêter cela. Et pour que ce pays puisse avancer. Voilà, maintenant ils ont signé un accord. Bon, vivement que cet accord soit respecté. Ils veulent partager le gouvernement. Je crois qu'il sera de 35, 20 pour Salva Kiir et 9 pour Machar. Et les autres vont prendre les autres. Je crois que, bon, est-ce que c'est ce qui va régler le problème? On a connu des gouvernements d'union en Afrique, dans les pays africains, mais qui n'ont rien donné. Est-ce que c'est ce qui va régler vraiment le problème? Moi, je doute que cela puisse emmener quelque part. Mais prions pour que ça puisse sauver le peuple soudanais, sud-soudanais. Ces deux hommes-là qu'on remet ensemble, on se rappelle, ce qui avait quand même enfoncé ce pays, c'est que Salva Kiir a accusé Riek Machar de vouloir perpétrer un coup d'État. Et aujourd'hui, on les remet ensemble. Est-ce que tout ce passé-là est soldé? Non, ce passé-là, vous savez, en politique, ça se pardonne très rarement. Ça se pardonne très rarement. Est-ce que Salva Kiir ne continue pas à soupçonner l'autre? Parce que d'abord, est-ce que il faut passer à l'étape comment on l'appelle oui, bien sûr, il faut de désarmer. Il faut penser aussi parce que ils ont les armes circulent toujours au Soudan du Sud. Mais les deux se sont quand même entendus pour retirer leurs troupes des zones urbaines, et définir les départements. Les départements. Bon, nous on attend de voir. Est-ce que c'est des paroles, c'est des effets, c'est des effets d'annonce, on ne sait pas trop. Mais ces deux hommes mis ensemble encore, est-ce que jusque là ils ont enterré le conflit de leadership, parce que Riek Machar aussi veut gouverner le Soudan. Bon, est-ce qu'on va partir de là pour aller à des élections? Bon, voilà, c'est toute une cacophonie au Soudan du Sud. Les Occidentaux ont déjà mis ce pays, ce pays-là l'ont mis à terre, mais aujourd'hui, bon, les mêmes personnes essayent de vouloir relever le pays. Bon, on attend de voir ce qui va se passer. Mais là, jusque-là, il faut toujours prendre cet accord-là avec beaucoup de pincettes. Oui, je vais renchérir en disant que moi j'ai comme l'impression que les Occidentaux ont imposé cet accord aux deux parties. Parce que peut-être on veut avancer. Ils ont mis en avant des sanctions. Des sanctions, et peut-être on leur impose. Mais de toutes les façons, ça ne marchera pas. Je ne crois pas. Parce que les gars, ils ne le font pas du fond de cœur. Voilà, c'est parce qu'on leur a imposé cela. C'est pour ça qu'ils sont en train de le faire. Et de l'autre côté, qui sait, peut-être que c'est les Occidentaux, parce qu'ils veulent vite exploiter le pétrole dans ce pays. Donc il faut leur imposer ça et avancer. Parce que c'est pour leur intérêt, en fait. C'est pour les intérêts des Occidentaux. Pour créer une certaine accalmie. Et permettre d'exploiter, pomper le pétrole. Donc je crois qu'il revient aux acteurs sud-soudanais eux-mêmes de prendre conscience. Et de se dire que leur pays, la population a besoin d'eux, et chacun n'a qu'à faire fi du passé et peut-être avancer. Et de construire l'avenir. Enfin, ce qui est quand même risible dans cette affaire, c'est que on a un pays qui s'est détaché du Soudan et qui est aujourd'hui obligé de retourner vers le Soudan pour un accord de paix. Oui, l'accord c'est à Khartoum. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est contradictoire. On n'a pas compris pourquoi c'est Khartoum. Moi, je pensais que c'est en Ouganda ou bien au Kenya, mais au Khartoum, vraiment, ça fait un peu... on n'arrive pas à comprendre, parce que jusque-là, le détachement du Soudan du Sud, du Grand Soudan, ne plaît pas à El-Béchir. Bon, est-ce que c'est là... Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'accord puisse soit signé aussi? Est-ce que c'est pour sceller peut-être un accord pour créer un peu le truc de paix entre le Sud et le Grand Soudan? Bon, personne ne sait, mais je crois que nous devons essayer de ne pas faire des choses ridicules. On nous ridiculise et puis on nous met devant le fait. Non, je pense que El-Béchir aussi va tenter de jouer le coup de la com. Parce que vous savez, El-Béchir n'est pas en bonne grâce.
avec la communauté internationale. Donc il va essayer de redorer son blason. C'est une occasion pour lui aussi. Rêver, donc il se saisit de cette occasion-là pour peut-être revenir. De se rendre visitable. Voilà. Et là, les Américains seront obligés de l'approcher, puisque c'est chez lui qu'on veut signer l'accord. Donc je crois que chacun joue sa carte, pense à son intérêt. Oui. Alors justement, au-delà de tout cela, il y a d'autres groupes, Pasteur, vous l'avez évoqué, qui ont refusé de signer l'accord. C'est vrai que depuis le début, on ne voit que Salva Kiir et Riek Machar. Il y a d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on fait d'eux là? Oui, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Je crois que une partie de cet accord qui est signé entre les deux principaux protagonistes peut-être va certainement s'étendre aux autres groupes, petits groupes, mais qui sont aussi dangereux, qui peuvent aussi. D'ailleurs, c'est pourquoi dans le partage du gâteau, on s'est rappelé d'eux. Une partie leur est réservée. On s'est dit qu'on les connaît comme étant dangereux, pouvant compromettre la crédibilité de cet accord. Bon, donc je crois qu'il va falloir quand même qu'on négocie, qu'on continue pas à négocier avec eux, et ensemble que dans la prochaine signature, qu'ils puissent participer et que ça soit définitif. Mais ça, c'est le souhait de tous, parce que c'est une partie de l'Afrique. Nous, on ne peut que souhaiter que la paix revienne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger de voir un tout petit État créé il n'y a pas si longtemps, mais flanqué de 35 ministres? Est-ce qu'ils ont les ressources nécessaires? C'est là aussi notre problème de nous, Africains. Un gouvernement pléthorique. On crée des postes ministériels qui ne servent à rien pratiquement. Moi, je pense que c'est vrai que c'est trop. Mais peut-être que c'est juste pour apaiser tout un chacun. Chacun prend une part du gâteau. Chacun prend une part du gâteau, permettre à chacun d'être à la table pour pouvoir avoir les yeux dans le plat et apaiser les uns et les autres. Je crois que c'est l'optique en fait, puisque il faut tout le monde dans le gouvernement. Maintenant, moi, ce qui va poser le problème, et ce qui pose toujours problème en Afrique, c'est les élections. Parce que tôt ou tard, ils iront aux élections. Alors, comment ça va se faire? Est-ce que l'accord va prévoir aussi cela? Je crois que l'accord doit en principe prévoir une date pour les élections. Le cadre électoral, comment ça va se faire? Peut-être le 5 août prochain, on en saura plus. Voilà. Et que chacun joue sa partition, que chacun soit sincère, pour que, lors de ces élections, que le vrai vainqueur puisse être proclamé vainqueur et que ce pays puisse avancer. Nous parlons d'un gouvernement pléthorique, mais vous avez un parlement qui comptera 550 députés. Voilà, oui, 550. Mais c'est quoi? C'est des écoliers? C'est des étudiants? Est-ce que l'université de Dubaï compte autant d'étudiants? Parce que quand j'ai lu le truc, j'ai dit, 500. Vraiment, 500. C'est le cas Parlement français, c'est un petit pays. La France, c'est pas pareil. On va revenir sur ça, en tout cas, en seconde partie. On marque la côte fausse tout de suite.